Bonjour à tous. Bonjour. Voilà, bonjour. La salle se remplit. On est une bonne vingtaine de personnes, donc bienvenue à tous. On va pouvoir démarrer. Nous allons parler aujourd'hui de départ en retraite sous un angle un peu particulier qui est l'optimisation de son départ afin de pouvoir partir dans les meilleures conditions financières possibles. On parle souvent, pardonnez-moi, de négociation de départ lorsqu'il s'agit de licenciement ou de rupture conventionnelle. Le départ en retraite, c'est habituellement un départ qui se fait sans négociation, mais Bertrand Reynaud, qui est le spécialiste des négociations de départ, va nous montrer que même en départ en retraite, il est possible de partir avec plus que l'indemnité de départ légale ou conventionnelle. Et s'il y a des questions un petit peu particulières sur ce qui concerne la retraite au sens large, il est accompagné d'une spécialiste des pensions de retraite, qui est donc Marie Lemerle, et qui pourra intervenir ponctuellement pour répondre à quelques questions. Alors, comme nous ne sommes pas très nombreux, ce que je vous propose, c'est de donner un aspect convivial à cette intervention. Donc, Bertrand Reynaud va commencer par brosser le paysage avec des slides et nous donner la trame générale de la conférence. Donc, on vous demandera pendant cette intervention de couper vos micros de façon à ce qu'il n'y ait pas de bruit parasite. Par contre, on vous redonnera la parole en direct de façon à ce que vous puissiez poser vos questions en live. Ce sera plus chaleureux. Voilà. Mais ça, on vous l'indiquera à un moment donné. Et voilà, ceux qui sont dans un bureau partagé et qui ne pourront pas poser leurs questions en direct, vous pouvez le faire comme vous êtes habitué à le faire habituellement dans le chat, et c'est moi qui relayerai vos questions à Bertrand ou Marie Lemerle. Voilà, nous terminerons en tout état de cause à 14 heures précises pour que vous puissiez rejoindre vos activités habituelles. Et ce webinaire est enregistré, donc on vous enverra la vidéo et on vous enverra également les slides qui auront servi à l'appui de la présentation. Voilà, donc je crois que je vous ai tout dit pour l'essentiel, et maintenant la parole est à Bertrand Reynaud qui va démarrer. Voilà. Merci beaucoup, Michel, de cette présentation. Donc, je vais peut-être me présenter très rapidement et Marie se présentera. Donc, en un mot, Bertrand Reynaud, j'ai 64 ans. J'ai toujours travaillé dans de très grandes entreprises, Total, la FNAC, AXA, La Poste, dans la fonction de DRH, le DRH, directeur affaires sociales. Et arrivé à la cinquantaine, j'ai voulu quitter les fonctions très institutionnelles et les grosses entreprises, et je me suis donc spécialisé dans l'accompagnement des négociations de départ des cadres supérieurs et dirigeants, qu'ils soient en instance et qu'ils soient en transition professionnelle ou en instance de départ à la retraite, qui est le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Marie, est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots ? En quelques mots, voilà, Marie Lemerle, je suis une spécialiste de la retraite. J'ai créé ma structure il y a une petite dizaine d'années, après un emploi également de RH et de RH au cours des 30 ans qui ont précédé. Voilà, j'ai passé une certification à Dauphine, je dirais, pour concrétiser mon niveau de connaissance au niveau des retraites. Voilà, je vais terminer là. Et donc, nous travaillons régulièrement ensemble avec Marie. Alors, la retraite, on en parle beaucoup en ce moment, vous l'avez noté, et il y a une réforme qui est dans les tuyaux, dont on devrait connaître le contenu
d'ici la fin de l'année, pour une mise en œuvre peut-être l'année prochaine dans des conditions que nous observerons avec attention. On parle beaucoup de la retraite, mais bizarrement, on parle beaucoup moins des modalités et des conditions dans lesquelles on quitte son entreprise pour ensuite liquider sa retraite. Or, c'est un peu l'objet de la démonstration que je vais tenter de faire. Selon les cas, ce n'est pas toujours vrai, mais selon les cas, et souvent, la manière avec laquelle on va quitter l'entreprise peut avoir un impact fort, voire très significatif, sur son futur pouvoir d'achat. Donc, l'objet de notre présentation, c'est oui, quand on part à la retraite, on peut négocier avec son entreprise. Et donc, devenir véritablement acteur de son départ, et ce, bien entendu, en conservant une très bonne relation avec son employeur. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous le permettez, quelques chiffres. Rapidement, je ne vais pas vous inonder, mais c'est quand même intéressant d'avoir quelques points de repère. L'âge moyen de départ à la retraite en France, il est de un peu moins de 62 ans. Dans l'Union européenne, c'est 63,3, en Allemagne, c'est 64, donc en France, c'est plutôt bas. Il faut savoir qu'il y a un départ sur deux qui est un départ anticipé. Un départ sur deux. C'est-à-dire qu'il part avant l'âge légal de départ de 62 ans, soit au titre de congé de fin pas de reclassement, Marie, aidez-moi, quand on part avant 60 ans. Ça peut être un licenciement, une rupture conventionnelle. Non, les congés, les carrières longues, voilà, pardonnez-moi. Le départ anticipé pour carrière longue. En départ anticipé pour carrière longue ou du fait des mesures liées au handicap. Donc, en tout cas, il y a quand même une personne sur deux qui part avant les 62 ans. L'espérance de vie à la retraite, c'est pour les femmes 26,9 années, pour les hommes 22,7. C'est un chiffre de 2019 qui a été légèrement modifié par le Covid, mais en France, on n'a perdu que quelques mois, alors que dans beaucoup de pays, ça se mesure en années. Donc, 26,9, 22,7, c'est un chiffre qui est très supérieur au chiffre de l'OCDE, 22,5, 17,8. Et si vous prenez un pays comme les États-Unis, c'est encore beaucoup plus bas. Le nombre d'actifs pour un retraité, c'est un chiffre classique, mais enfin difficile de ne pas l'évoquer. 1,7 actifs pour un retraité. Il y en avait 2,1 en 2000. On estime qu'il y en aura 1,5 en 2040. C'est sûr que ce seul chiffre pose la question de la soutenabilité de notre système. En France, on a un très mauvais taux d'emploi des seniors. Il y a moins d'un tiers des personnes de 60 à 64 ans, moins d'un tiers qui sont en emploi. Dans l'Union européenne, c'est 44%. Dans l'OCDE, c'est 50%. Et si vous allez en Scandinavie, on est largement 2 fois le taux, largement au-dessus de 60%. Donc, ce taux est bas, très bas. Et d'ailleurs, c'est un des sujets qui a occupé l'actualité et les débats, notamment au Parlement. On ne sait pas employer nos seniors. Le taux de la retraite par rapport au PIB, c'est un chiffre important. C'est 14,7% en 2020. En 2015, ça n'était que 13,9%. Il faut savoir qu'en moyenne OCDE, c'est 8%. L'Allemagne, c'est 10%. Et j'ai lu une étude, une prospective, dans laquelle d'ici quelques années, 6-7 ans, on pourrait être à 17% de PIB, ce qui est évidemment considérable comme prélèvement sur la richesse nationale. Un dernier chiffre général qui est intéressant et un peu surprenant, c'est que le niveau de vie moyen des retraités par rapport à l'ensemble de la population, c'est 103%. Les retraités ont un niveau de vie qui est supérieur à celui de l'ensemble de la population. Voilà. Quelques chiffres généraux, 2 chiffres, cette fois beaucoup plus pratiques. Le premier, c'est que le nombre de liquidations dans lesquelles il y a une erreur, c'est 24%. 24%. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, donc ça doit être vrai. Et ces erreurs peuvent parfois représenter des montants, peuvent parfois porter sur des montants très élevés, et Marie en sait quelque chose. Donc ce seul chiffre témoigne pour faire son bilan retraite par un vrai professionnel comme Marie,
parce qu'il y a parfois des sacrées surprises. Et enfin, dernier chiffre qui est fondamental, c'est le taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est quoi? C'est très simple. C'est tout simplement votre dernière rémunération. Non, pardon. C'est vos pensions de retraite rapportées à votre dernière rémunération. Voilà. En moyenne en France, c'est à peu près 75%. À peu près. Mais si vous regardez pour les cadres supérieurs, on se situe autour de 50. Et bien des dossiers que Marie étudie se situent dans une fourchette de 40 à 50%, parfois plus bas. Ça veut dire tout simplement, un taux à 40%, c'est très simple. Hein. Ça veut dire que votre niveau de vie, pouvoir d'achat à la retraite, il est de 40% par rapport à ce qu'il était avant. Vous perdez 60% de pouvoir d'achat. Alors, bien entendu que les cadres supérieurs et dirigeants ont pris un certain nombre de précautions auparavant, mais enfin, c'est quand même un chiffre qui est très fort. Hein. Taux de remplacement entre 40 et 50% pour les cadres. Ce qui justifie que, quand c'est pertinent, on négocie pour tenter d'améliorer le pouvoir d'achat. Et vous allez voir, dans des exemples très précis que je vous donnerai, que c'est parfois tout à fait possible et dans de belles proportions. Comment va-t-on aborder le sujet? Tout d'abord, comment on quitte son entreprise pour partir en retraite? Eh bien non, Michel l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas qu'une méthode, il y en a plusieurs. Et à chacune de ces méthodes sont attachées des conséquences juridiques et indemnitaires qui sont extrêmement différentes. Donc sur ces bases-là, négocier, oui, mais négocier quoi? Voilà, vous le verrez, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'objets possibles de négociation. Pourquoi négocier? Pourquoi faire? Tant pour l'entreprise que pour les cadres. Et enfin, on abordera quelques situations très concrètes. Comme disait Michel, n'hésitez pas à poser des questions pendant l'exposé si vous avez des interrogations. Premier point. Comment donc on part en retraite? Alors, il y a une méthode qui est très intéressante dont on parlait relativement peu auparavant, en tout cas pour les cadres, parce que justement, jusqu'au 1er janvier 2022, elle n'était pas ouverte aux cadres. Et c'était dommage parce que c'est très intéressant, c'est le système de retraite progressive. Dès 60 ans, il est possible de cumuler un temps partiel qui se situe entre 40 et 60%, et le versement de sa future retraite, à due proportion, naturellement. Ça suppose un certain nombre de conditions, notamment il faut avoir 150 trimestres acquis au au début de la retraite progressive. Mais en tout cas, c'est un système qui est vraiment intéressant pour partir en douceur, assurer la transition, la transmission de ses compétences. Voilà. Donc, c'est un départ en biseau, ouvert au cadre depuis début 2022. Le mode de départ auquel on pense le plus spontanément, c'est le départ volontaire à la retraite. Là, j'ai les trimestres pour partir, je fais un courrier à mon employeur, je n'ai pas à me justifier, et au bout de 2 mois, je suis parti. Il y a un délai de préavis de 2 mois. Donc, c'est simple, c'est rapide, c'est facile, et ce pour les générations nées après 55, hein, c'est dès 62 ans. Donc, c'est bien, mais ça rapporte par gros. Donc, c'est simple, c'est rapide, mais ça rapporte par gros, puisque l'indemnisation est très faible, très faible. Il faut savoir que l'indemnité légale de départ à la retraite, le maximum, c'est 2 mois de salaire. Et pour avoir cette généreuse contribution, il faut avoir atteint, je ne sais plus si c'est 30 ans, je crois que c'est 30 ans d'ancienneté. Voilà. Et en plus, cette indemnisation est totalement soumise à charges sociales et fiscales. Je précise, pour être tout à fait honnête, que parfois les conventions collectives améliorent dans des proportions importantes cette indemnisation. Mais à ce moment-là, c'est bien entendu toujours une indemnité entièrement soumise à charges sociales et impôts. Alors, la plupart des gens que je vois, ils ont envie de partir rapidement. Mais enfin, il y a des exceptions. Et donc, il y a des gens qui ont envie de continuer à travailler. J'en connais. De travailler le plus tard possible. Ça tombe bien, ils peuvent travailler jusqu'à 70 ans sans que l'entreprise ne puisse les mettre à la retraite. Donc, ça veut dire que l'autre mode pour partir à la retraite, c'est
non plus vous qui voulez partir, départ volontaire, mais c'est l'employeur qui vous met à la retraite. Elle peut vous mettre à la retraite dès 67 ans, mais avec votre accord, et à partir de 70 ans, elle le fait d'office. Voilà. L'indemnisation est plus élevée. En fait, c'est au moins l'indemnité légale de licenciement, et certaines conventions collectives font plus. Et cette somme est soumise à un régime social et fiscal qui est privilégié, on le verra tout à l'heure. Et ce point est très important dans d'éventuelles négociations. Le point selon lequel l'entreprise ne peut vous mettre à la retraite qu'à partir de 70 ans. Pourquoi? Vous avez 62, 63, 64. Vous négociez un accord. Très bien. Vous allez partir avec quelques dizaines ou, je l'espère, centaines de milliers d'euros. Très bien. Ça ne coûte pas si cher que ça à l'entreprise. Parce que vous partez, elle ne vous remplace pas et vous gagnez, l'entreprise gagne 5, 6, 7 ans de salaire. Alors, il y a une autre manière quand même de partir. C'est le départ négocié. Vous allez négocier les conditions de votre départ. Ce n'est pas toujours possible, mais dans certaines conditions particulières, il est tout à fait possible de convenir avec son employeur d'un accord amiable sur son départ qui va en général prendre la forme, et ça peut être d'autres choses, mais en général, ça prend la forme d'un licenciement, suivi en général d'une transaction, et qui porte sur de nombreux objets qu'on verra tout à l'heure. Quels sont les avantages? Il y en a beaucoup. Le premier, c'est que l'indemnisation, elle peut être très élevée. On verra des exemples tout à l'heure. Il y a des conventions collectives qui sont très généreuses. Si vous avez 10, 15, 20, 30 ans d'ancienneté, que vous avez un niveau de rémunération satisfaisant, il y a un effet de levier qui fait qu'on arrive très vite à des niveaux d'indemnisation qui sont en dizaines de milliers et parfois en centaines de milliers d'euros. Donc, c'est un avantage d'autant plus significatif que ces sommes, à l'inverse de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, qui est de la pure rémunération, ces sommes bénéficient d'un régime social et fiscal qui est encore très favorable. C'est-à-dire qu'il y a une exonération sociale partielle, j'expliquerai un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, et une exonération fiscale totale. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, ça n'existe pas en France. Si, c'est une exception. Dans ma modeste carrière d'accompagnement, des négociations, l'indemnité de licenciement la plus élevée que j'ai vue, c'était 965 000 euros. Totalement exonéré fiscalement. Et là-dessus, ce n'est pas une interprétation, c'est le Code général des impôts. Donc, voilà. Alors l'indemnisation, c'est bien, mais il y a un autre avantage. Imaginons que votre âge de départ à taux plein, c'est 66 ans. C'est Marie qui vous calculera précisément votre âge de départ à taux plein et qui corrigera les éventuelles et nombreuses erreurs du relevé de carrière. Disons 66 ans. Et vous convenez d'un départ avec votre employeur à 62 ans. Donc, si vous partez en départ volontaire à 62 ans, vous avez une décote à vie. Si vous convenez d'un départ négocié, à ce moment-là, vous bénéficiez d'une indemnisation chômage, sous réserve de respecter, bien sûr, un certain nombre de conditions. Assez facile à remplir. Et ce que je dis est vrai dès 59 ans. C'est-à-dire que si vous êtes licencié à partir de 59 ans, allez, prenons dans l'exemple 62 ans, vous avez 62 ans, votre âge de départ à taux plein est 67 ans, vous allez être porté par le chômage sans limite de durée, je dis bien sans limite de durée, ça veut dire que ça peut aller de 59 ans à 67 ans, et sans dégressivité. Quelqu'un à 45 ans est licencié, au bout de 5 mois, il a une dégressivité de 30%. Pas si vous avez plus de 59 ans. Ce qui fait, les avantages sont évidemment considérables,
c'est que pendant cette période-là, vous continuez d'acquérir des trimestres, vous continuez d'acquérir des points complémentaires, et ça augmente d'autant votre retraite avec l'impact sur la pension de réversion. Donc, dans certains cas, cet avantage-là est absolument considérable. Et d'ailleurs, peut éventuellement, si vous avez par exemple une relativement faible ancienneté, l'indemnisation sera plus modeste, mais par contre, cette indemnisation chômage est d'un intérêt tout à fait majeur. Je précise néanmoins que vous savez qu'il y a une réforme qui est en cours sur l'indemnisation chômage. Impactera-t-elle la disposition que j'évoque? A priori, non, mais c'est à vérifier. Dernière manière de quitter, comment dirais-je, son emploi, c'est le cumul emploi-retraite. C'est-à-dire vous quittez votre entreprise et vous poursuivez le travail soit avec votre employeur, soit avec un autre employeur, soit dans un cadre d'autre en créant une entreprise, et ce qui vous permet d'optimiser la fiscalité des revenus. Donc, il y a un certain nombre de règles qui ne sont pas les mêmes selon que quand vous partez, vous êtes à taux plein ou non. N'entrons pas dans le détail. En tout cas, il est possible de cumuler maintenant emploi et sa retraite. Donc, comme vous voyez, eh bien, il y a plusieurs modalités de départ avec des conséquences juridiques et indemnitaires qui sont très différentes et avec des règles de chargement social et fiscal qui, là aussi, varient. Alors maintenant, on va regarder les choses un peu plus de manière pratique avec des exemples. Est-ce qu'à ce stade, vous avez certaines questions ou remarques? Non, vous voulez avoir des choses plus pratiques. Ça tombe bien, ça vient. Prenons le cas d'une salariée, enfin d'un salarié ou une salariée qui a 15 ans d'ancienneté et qui gagne 120 000 euros. Regardons les différentes indemnités qu'elle peut percevoir, cette personne, en fonction des conventions collectives. Regardez, j'ai pris un panel de 10 conventions, une dizaine de conventions collectives. Bien. Regardez ce que ça donne. Alors, j'ai pris l'automobile, la couture parisienne, la fameuse convention dont on parle beaucoup, la Syntec, la métallurgie, le champagne, etc. La barre de gauche, c'est l'indemnité de départ volontaire à la retraite. La barre du milieu, c'est l'indemnité de mise à la retraite. La barre de droite, c'est l'indemnité de licenciement. Quand vous regardez ce document, que je trouve très intéressant, vous pouvez faire plusieurs constats. Le premier, c'est que pour une même indemnité, par exemple l'indemnité de départ volontaire, selon les conventions collectives, eh bien, ça va de 1 à 4. Bon. Et sur une même indemnité, sur une même convention collective, pardonnez-moi, entre l'indemnité de départ volontaire et l'indemnité de licenciement, ça va de 1 à 8. Si je prends un autre, et donc, vous voyez, voilà, alors, il y a un cadre indemnitaire qui manque de cohérence et de lisibilité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport qui est très intéressant, Bellon, Mériot, Soussan, puisque, en fait, pour finalement une séparation de son entreprise avec un même objectif, qui est de liquider sa retraite, eh bien, vous avez des modalités qui sont extraordinairement disparates. Voilà. Je voudrais illustrer également la différence entre les conventions collectives avec un petit graphique. Prenons un cadre, ça c'est un cadre de 62 ans, c'est un graphique que j'ai fait la semaine dernière, donc je voulais vous le partager avec vous. Un cadre de 62 ans qui a 30 ans d'ancienneté et qui gagne 130 000 euros. Regardez la différence d'indemnité de licenciement en fonction des conventions collectives. L'indemnité légale, il se trouve que ça tombe presque tout pile sur 100 KE, donc ça donne 100 KE. Vous avez une convention collective qui fait moins, le commerce de gros, qui n'est pas très généreuse. Et celle au-dessus, vous voyez que ça va, la Syntec à 109, jusqu'au pétrole à 261. 261. Donc, en fonction des conventions collectives, effectivement, il vaut mieux avoir passé 30 ans dans le pétrole que 30 ans dans le commerce de gros. Bon, c'est comme ça. Ça, c'est les différences de conventions collectives. Donc, les différences sont accentuées par les indifférences entre indemnité et conventions collectives sont accentuées par les règles de chargement social et fiscal. Donc, je voudrais vous les rappeler très rapidement. Je l'ai dit, indemnité de départ volontaire à la retraite, c'est de la pure rémunération entièrement soumise à charges sociales et impôts. Très bien.
indemnité de mise à la retraite et de licenciement, plus indemnité transactionnelle. Je vous présente les principes simplifiés, très simplifiés. Donc, ne me dites pas que j'ai pas tout dit, j'ai pas tout dit. Voilà. Si je simplifie à fond, on peut dire que le total des indemnités, soit de mise à la retraite ou de licenciement, plus l'éventuelle indemnité transactionnelle, c'est exonéré socialement jusqu'à 2 plafonds annuels de sécurité sociale, c'est-à-dire en 2023, 88 000 € presque. L'indemnité de licenciement est exonérée. Alors, vous allez me dire, je dis, il y a une contradiction. Il y a une exonération fiscale jusqu'à 6 plafonds annuels de sécurité sociale ou 5 pour la mise à la retraite. Et pour la seule indemnité de mise à la retraite ou de licenciement, il y a une exonération fiscale totale, j'aurais dû mettre fiscale, totale, quel que soit le montant. Ça veut dire que si vous avez une indemnité de licenciement qui dépasse le plafond d'exonération fiscale, par exemple, vous avez une indemnité de licenciement de 400 000 €, donc elle est totalement exonérée fiscalement, 400 000, mais comme elle sature le plafond d'exonération fiscale de CIPAS, à ce moment-là, votre éventuelle indemnité transactionnelle devient, elle, totalement fiscalisée. Totalement. Je précise que dans ces cas-là, il y a une manière totalement légale de la défiscaliser également, de la défiscaliser totalement et en toute légalité. Mais comme mon objectif n'est pas de tout vous dire, je ne vous le dis pas comment, mais il y a une manière en toute légalité. Les personnes intéressées pourront bien sûr me poser des questions. Je précise que les données ici de PASS sont les données de 2023, puisque le plafond annuel de sécurité sociale n'avait pas évolué depuis 2-3 ans avec le Covid. 3 ans. 3 ans, c'est ça. Et que l'augmentation a été très élevée, puisque ça a été de l'ordre de 7%. Voilà. Je crois vous avoir brossé un tableau pas tout à fait complet, mais quand même assez précis, sur les régimes juridiques et indemnitaires des différents départs. Avant qu'on regarde qu'est-ce qu'on peut négocier, des questions à ce stade ou je continue? Il y a des questions dans le chat. Je ne sais pas si à partir de là. Michel, vous avez une question dans le chat? Rien dans le chat. Alors, n'hésitez pas, prenez la parole, je vous en prie. Il y a des questions dans la discussion. Oui, moi je posais la question, c'est comme il y a une nouvelle convention collective de la métallurgie qui va arriver en début 2024, est-ce que vous savez si ces sujets vont être impactés? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure ça modifiera l'indemnité de licenciement. Je suppose que oui, en général, on les tire plutôt à la baisse. Il y avait eu dans une nouvelle convention collective de la banque au début des années 2000 et l'indemnité, le calcul de l'indemnité s'était effondré. Qu'est-ce qu'il en sera exactement sur la métallurgie? Je ne sais pas vous dire. Je pense qu'elle sera modifiée par le bas. Dans quelle proportion? J'en sais rien. Merci. J'ai une autre question. Vous citiez le temps partiel en retraite applicable aux cadres en référence jour, Oui. En forfait jour. Est-ce que pour les cadres qui n'ont pas de forfait ni jour, heure, ça s'applique aussi? C'est pour la retraite progressive, oui, elle s'applique également aux cadres, donc depuis le premier en heure, enfin en forfait, je dirais, à partir depuis le 1er janvier 2022. Oui, j'ai bien lu, mais ceux qui sont sans forfait. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par un forfait jour, en fait. Si vous voulez, soit vous êtes, depuis la loi sur la réduction du temps de travail, soit votre temps de travail se décompte en heures, soit pour les cadres d'un certain niveau, il se décompte en jours. Et à ce moment-là, votre temps de travail ne se mesure pas en heures, mais en nombre de jours par an. Par exemple, vous allez travailler un forfait de nombre de jours de 210 jours par an. D'accord, compris. OK, merci, c'est bon. Oui, sauf que ce n'est pas valable pour les cadres dirigeants, ce que vous dites. C'est vrai, je confirme. Il n'y a pas de temps de travail pour les cadres dirigeants, pas les cadres de direction, les cadres dirigeants. A priori, je ne sais pas. Enfin... Moi, j'ai compris que c'était désormais ouvert sans discrimination. Pourquoi? Parce qu'en fait,
c'est la Cour de cassation ou le Conseil d'État, je ne sais plus très bien, qui a constaté qu'il y avait discrimination entre salariés et que c'est pour mettre fin à cette discrimination que le système a été ouvert à tous les cadres. Alors, moi, j'avais compris que ça s'appliquait aussi aux cadres dirigeants. Bon, je me trompe peut-être. Sauf que d'un point de vue pratique, parce que j'ai eu le cas, quand vous le demandez, il vous demande il demande à l'entreprise de dire quel nombre de jours vous prenez à la place de combien. À ce moment-là, il y a une manière, de toute façon, en toute hypothèse, il y a une manière très simple de régler le problème. C'est que vous faites un avenant avec votre employeur disant que vous avez un forfait jour de 210 ou 215 ou peu importe le nombre de jours. Et ce qui vous permet ensuite de faire un abattement. Donc, ça ne pose aucune difficulté. C'est bien ce que j'ai fait. Voilà, ben c'est parfait. Et vous en êtes satisfait? Pour l'instant, oui. D'accord, très bien. Alors, ça n'empêche pas de négocier la suite, éventuellement. Donc, d'autres questions à ce stade? Alors, une question dans le chat de Ourida qui demande si ce que vous avez dit sur l'indemnisation s'applique à la nouvelle limite de l'indemnité chômage à 27 mois. Alors, le système, d'abord, pour les personnes de plus de 55 ans, la durée, 55 ou 57, j'ai un doute. 57, Bertrand. 57, voilà. L'indemnisation est limitée à 3 ans. Dans le système actuel, pour les personnes de plus de 59 ans, comme je le disais, je le confirme, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que vous êtes porté jusqu'à votre âge de départ à taux plein, même si c'est 67 ans. Est-ce que ce régime très favorable sera maintenu avec la réforme qui est en cours? Je ne sais pas dire. On n'a pas encore vu tout le détail des textes, je ne sais pas. Mais il n'y a pas d'autres conditions en nombre de trimestres ou autre, c'est seulement 59 ans? Non, en fait, si, il y a quelques conditions, mais qui sont en général, qui sont très faciles. Il y a un nombre d'années de cotisation au chômage, il y a un certain nombre de trimestres, mais en général, la plupart des gens remplissent les conditions. Elles ne sont pas compliquées à satisfaire. Surtout en fin de carrière. Surtout en fin de carrière, par hypothèse. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions à ce stade… J'avais une question sur la situation de retraite progressive. Est-ce que cette situation permet de continuer à cumuler des trimestres? Absolument. Puisque pour valider un trimestre, je dirais, il faut un salaire d'environ, allez, je vais arrondir à 1 600 €. 1 600 € vous valide un trimestre. En attendant, je dirais, les mises à jour des tarifications au 1er janvier 2023. Pour faire simple, il suffit de gagner 6 000, 7 000 €, soyons généreux, dans une année pour valider 4 trimestres. Et par ailleurs… Sauf l'année de départ. Sauf l'année de départ. Et par ailleurs, puisqu'on parle négociation, vous pouvez parfaitement négocier avec votre employeur le fait qu'il continue de cotiser, vous continuiez de cotiser sur les retraites complémentaires sur votre salaire à taux plein. Voilà. Et alors, l'employeur n'est pas obligé d'accepter, mais c'est donc un objet de négociation. Puisqu'on parle d'objet de négociation, je vous propose que nous regardions ensemble eh bien, les différents objets possibles de négociation. Et vous allez voir qu'il y en a beaucoup possibles. Pardon. Alors, le premier, c'est l'aménagement des fins de carrière. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de parler que de salaire et d'indemnité. On peut parfaitement réfléchir sur comment je vais sortir de l'entreprise, sur quelle durée, comment. Et donc, une première modalité, c'est la retraite progressive, on vient d'en parler, mais il n'y en a pas qu'une. Par exemple, je vous donne un exemple que j'ai trouvé passionnant. Il y a une convention collective, celle des travaux publics, qui a défini une disposition qui est très innovante et très intéressante, et qui dit qu'à partir d'un certain âge, donc 60 ans, 62 ans, je ne sais plus très bien, l'entreprise et le cadre peuvent convenir d'une réduction du niveau de responsabilité
peuvent convenir d'une réduction du salaire à due proportion et qu'en contrepartie, quand le cadre quittera l'entreprise dans 2, 3, 4 ans, peu importe, eh bien, au lieu de percevoir l'indemnité de départ volontaire, il percevra l'indemnité de licenciement. Donc, il y a une convention collective, en fait deux, mais la deuxième est moins claire. Il y a une convention collective qui le prévoit, c'est très intéressant. Et rien n'empêche de faire une telle négociation, je dirais, hors cadre conventionnel. On le fait entre le salarié et l'entreprise. Donc, il y a vraiment matière à faire des solutions, et moi je le vois assez souvent, des solutions très pertinentes, très efficaces, très adaptées aux besoins de l'entreprise et aux besoins du cadre sur comment j'aménage ma fin de carrière, ma transition. C'est le premier objet et il faut l'avoir en tête. Le deuxième, c'est bien sûr le niveau des indemnités. On vient de parler des indemnités de licenciement, donc l'indemnité de licenciement ne se négocie pas, mais on peut négocier une indemnité transactionnelle complémentaire, mais aussi, si vous ne souhaitez pas négocier un licenciement et que vous voulez rester dans le cadre de l'indemnité du départ volontaire, rien ne vous empêche de négocier une augmentation de l'indemnité de départ volontaire. Moi, je suis prêt, je souhaite partir à la retraite dans le cadre d'un départ volontaire, mais mon indemnité est de 20 000 euros. Monsieur l'employeur ou madame l'employeur, je souhaite une indemnité de 40 000 pour telle et telle raison. Ça se négocie, c'est un objet. Autre objet plus technique et plus rare, mais c'est l'assiette de calcul des indemnités. Alors, en général, cette assiette, elle est définie par la convention collective et la loi. En général, pas toujours, en général, c'est les 12 derniers mois de salaire, incluant les primes, les bonus, etc., etc. Vous avez peu d'exceptions, mais prenez la convention collective des banques, justement la nouvelle, celle dont je parlais tout à l'heure, et ça, je n'en ai pas vu d'autres. L'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement exclut les bonus. Voilà. En tout cas, ça peut être un élément de négociation parce que dans les cas de rémunération complexe, et souvent les cadres supérieurs et dirigeants ont des rémunérations complexes, eh bien, ça peut être un objet en tant que tel. L'année dernière, j'ai eu un cas où l'assiette de calcul était un objet avec un impact sur les indemnités de 40 000 euros. Donc, c'était quand même pas rien. Voilà. Autre objet qui est un peu le cœur du sujet, c'est le cadre de la séparation. C'est ce que je disais depuis le début. Vous pouvez, dans certaines conditions, situations particulières, j'en évoquerai tout à l'heure, eh bien, convenir, oui, d'un licenciement à l'amiable plutôt que d'une autre disposition. Vous pouvez négocier plutôt une mise à la retraite en négociant là aussi l'indemnité de mise à la retraite. Donc, le cadre de la séparation est au cœur de ce genre de négociation. Vous pouvez négocier l'indemnité négociée, donc transactionnelle, ou qui peut prendre d'autres formes, c'est celle qui va s'ajouter à l'indemnité de licenciement. Ou, dans l'exemple que je donnais, qui s'ajoute à l'indemnité de départ volontaire. Voilà. Il m'arrive, c'est assez fréquent, ce n'est pas le plus fréquent, mais il m'arrive d'avoir des gens qui disent moi, je veux quitter mon entreprise pour telle et telle raison, mais j'aimerais bien continuer à travailler avec elle. Et à ce moment-là, dans la négociation, elle va porter sur l'objet, le cadre de départ, l'indemnité négociée, et comment je continue à travailler avec vous dans le cadre d'un contrat de prestation. Alors, vous allez me dire quel est l'intérêt de l'entreprise. L'entreprise peut avoir un certain intérêt à rajeunir sa pyramide d'âge, on y reviendra tout à l'heure, mais en même temps à conserver l'expertise particulière d'un cadre supérieur. C'est un cadre que je vois assez fréquemment. Vous pouvez, c'est assez proche, convenir d'une durée de poursuite de la collaboration durant laquelle vous transmettez les compétences. Par exemple, vous allez dire, écoutez, voilà, moi j'aurais voulu partir rapidement, mais je suis d'accord pour partir dans 9 mois ou dans 1 an. Ça, j'ai eu un très joli exemple cette année. Je pars dans 1 an et on se met d'accord sur ce qui va se passer pendant cette année-là, en termes de transmission de compétences, de recrutement de mon successeur, d'introduction de mon successeur auprès des clients, des partenaires, etc. Et on convient maintenant des conditions dans lesquelles je pars à l'issue de cette période de transition. Vous pouvez négocier
le rachat de trimestres manquants. Par exemple, il vous manque 4 trimestres. Eh ben, un objet de négociation, c'est écoutez, moi je suis d'accord, mais vous me versez une somme correspondante au rachat de mes 4 trimestres. Bref, comme dans toute négociation, la créativité est ouverte. Une négociation, plus elle est riche d'objets, plus elle est fructueuse. Et comme vous le voyez, contrairement à ce qu'on peut penser, le moment du départ à la retraite est un moment où peuvent se focaliser énormément d'objets de négociation. Alors vous allez me dire, j'y ai déjà un peu répondu. Finalement, quel est l'intérêt pour les cadres et pour l'entreprise de négocier? J'y ai un peu répondu, mais je vais aller un peu plus loin. Pour les cadres d'abord, pourquoi est-ce que c'est bien de négocier? Pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est une question de valorisation. Vous avez passé 10 ans, 15 ans, 20 ans dans votre entreprise. Vous arrivez à l'étape ultime, vous allez quitter. Eh bien oui, très souvent, les gens avec qui je travaille, que j'accompagne, ils sont contents de valoriser leur parcours, la valeur ajoutée qu'ils ont apportée à l'entreprise pendant toutes ces années, à travers une belle négociation. Et ils partent, quand il y a une belle négociation équilibrée entre l'entreprise et le cadre, ils partent en fermant proprement la porte. Ils ont valorisé leur parcours. Autre intérêt, mais vous l'avez compris, c'est que ça permet de partir, de passer à la retraite, qui est un passage majeur. Hein. Attention, ce n'est pas toujours un passage simple, mais de faire ce passage en adoptant le mieux possible cette séparation avec ses objectifs particuliers. Pourquoi négocier? Il y a un élément qui est propre à ce type de négociation. C'est qu'ouvrir une telle négociation ne présente aucun risque. Aucun. Je m'explique. Vous avez 63 ans. Vous dites, bon, maintenant, j'aimerais bien partir. Bon. Vous pouvez partir en départ volontaire, ça, aucun problème. Mais si vous ouvrez une négociation, où est le risque? Il n'y en a pas. Si elle aboutit, tant mieux, vous êtes content. Si elle n'aboutit pas, retour à la case départ. Soit vous restez, soit vous partez en départ volontaire. Donc, il n'y a aucun risque. Je ne dis pas ça à mes clients qui ont 40 ans. Ouvrir une négociation de départ quand on a 40 ans dans une entreprise, il y a intérêt à la réussir. Hein. Parce que si on ne la réussit pas, le fait de rester dans l'entreprise alors qu'on a ouvert une discussion de cette nature, c'est pas rien. Hein. Pour quelqu'un en situation de partir prochainement à la retraite, il n'y a aucun risque. Et enfin, une telle négociation peut permettre, dans certains cas, et si c'est possible, d'améliorer son pouvoir d'achat. Permettez-moi de vous donner un exemple. L'exemple est tout à fait réel, hein, un exemple que j'ai eu récemment. Monsieur Durand, ça ne s'appelait pas Durand. Regardez, ce monsieur, son indemnité de départ volontaire, donc tous ces chiffres sont exacts. Son indemnité de départ volontaire, 23 800. Son indemnité de licenciement, 99 227. Là-dessus, les charges sociales. Ben là, c'est les charges sociales à plein sur l'indemnité de départ, hein, 5 200. Alors que le montant sur l'indemnité de licenciement, vous n'avez de charges sociales que sur la partie qui dépasse les 2 plafonds annuels de sécurité sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, 3 730. Donc, le montant net de l'indemnité de départ, 18 564, l'indemnité de licenciement, 95 000 et quelques. Là-dessus, sur l'indemnité de départ volontaire, on payait, dans le cas qui nous occupait de M. Durand, 5 012 €, il restait 13 000, 13 500. Voilà. Sur les 95 000, zéro impôt, donc il reste 95 000. Différence entre les deux, 81 945. Alors déjà, si on regarde, la différence d'indemnité est de x4, mais une fois ces indemnités passées par le filtre magique du chargement social et fiscal, le x4 devient x7. Et le x7 crée une différence de 81 945. Alors vous allez me dire 81 945, c'est bien. Oui, c'est bien. Voilà. Mais ça veut dire quoi 81 945? Allons un tout petit peu plus loin. L'espérance de vie d'un homme, c'est 22 ans, un peu plus. Bon. Donc, ces 81 945 rapportés au nombre de mois, 22 ans par 12, ça fait 310 € par mois de l'espérance de vie de M. Durand.
Il se trouve que la pension nette sociale fiscale de M. Durand, telle que calculée par Marie, était de 3 328 €. 3 328. Donc, le gain de la négociation, c'était 310 € sur l'espérance de vie. Rapporté à 3 328, ça veut dire qu'en aide sociale fiscale, le fruit de la négociation, c'était 9,3%. 9,3%. À vie, à vie. Et alors même que dans le raisonnement ici, on n'intègre pas l'éventuelle indemnité négociée. Donc, ça veut dire que ce chiffre, il est majeur. Hein. Ça veut dire que dans les dossiers que j'accompagne, en général, ce chiffre, il est dans quelle fourchette? Il se balade dans une fourchette entre 4 et 15%, à peu près. Voilà, c'est la fourchette que j'observe, de 4 à 15%. Soyons clairs, c'est énorme. C'est énorme. Quand vous voyez les taux de progression des retraites chaque année, quand il y en a, et que vous vous dites, dans l'exemple de M. Durand, que finalement, le fruit de la négociation, c'est à vie 9,3%, que par ailleurs, vous vous dites qu'il n'y a aucun risque à ouvrir une telle négociation. Voilà. Attention, c'est un exemple parmi d'autres. Si vous avez une faible ancienneté, si vous avez une convention collective peu généreuse, par exemple la convention collective du commerce de gros, on ne sera pas forcément sur cette fourchette-là. Hein. On peut être sur des fourchettes, sur des chiffres beaucoup plus bas. Mais comme je l'ai dit, en général, le plus bas, c'est que j'ai pu voir, c'est de l'ordre de 4%. Voilà. Donc, l'enjeu pour le cadre d'une telle négociation, oui, il est énorme, énorme. Je disais tout à l'heure, avant que ça débute, que je suis en train de terminer une négociation où le cadre, il part avec 600 000 €. Ce n'est pas tous les jours, hein, attention, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Son indemnité de départ volontaire, c'était 100 000. Il est très content. Voilà. Est-ce que ça a été facile comme négociation? Ça n'a pas été facile. Voilà. Mais on y aboutit. Donc, souvent, les enjeux sont de cette nature. Alors, vous allez me dire, M. Reynaud, tout ça est bien gentil, mais là, vous parlez des cadres, mais l'entreprise, quel est l'intérêt de l'entreprise à négocier? Ben là aussi, on parle gros sous. Hein. Il y a quelque temps, j'ai un de mes clients qui me pose la question. J'avais étudié son dossier. Je lui ai fait une réponse très simple. Quel est son intérêt? 2,3 millions d'euros. Je vais vous expliquer comment j'étais arrivé à ce chiffre après. Mais en général, quel est l'intérêt pour l'entreprise? Je vais vous dire, l'intérêt, il est très élevé. Sur 10 dossiers que j'accompagne, il y en a moins d'un auquel on n'aboutit pas. Moins d'un. Alors attention, sur les 9 qui restent, on aboutit. Parfois, on aboutit dans des conditions exceptionnelles. Parfois, ce n'est pas spectaculaire. Parfois, ça se passe dans des conditions relativement aisées. Parfois, c'est difficile. Mais si on aboutit de manière variable dans 9 cas sur 10, ce n'est pas un hasard. Ça veut dire tout simplement que l'entreprise y a intérêt. Pourquoi y a-t-elle intérêt? Plusieurs raisons. Le rapport que j'ai cité tout à l'heure, rapport Bellon-Mériot-Soussan, évoque, ce n'est pas moi qui le dis, des fins de carrière problématiques et des ruptures parfois brutales. C'est dit en des termes fort polis, mais ça traduit une réalité. C'est que souvent, pas toujours bien sûr, mais souvent les entreprises ne savent pas gérer les séparations avec les seniors. Elles ne le savent pas. Elles sont parfois brutales, parfois elles vident les postes de toute substance, elles n'offrent aucune perspective. Parfois, j'ai vu, c'est un cas extrême, mais un patron qui a dit à son cadre senior, à qui il n'offrait plus aucune perspective, « Qu'est-ce que tu veux, mon vieux? Tu es trop vieux, tu es trop lent, tu es trop cher. » Donc, oui, ça ne se passe pas toujours bien. Les entreprises ne savent pas bien gérer. Et est-ce que vous ne trouvez pas que c'est mieux pour l'entreprise de gérer par la négociation, par une négociation intelligente, équilibrée pour l'entreprise, équilibrée pour le cadre? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est mieux de gérer harmonieusement des sorties? Parce que soyons clairs, quand ça se passe mal pour un cadre, ça a un impact sur le climat social. Ce n'est pas bon pour l'entreprise. Ça ne donne pas une bonne image en interne de l'entreprise. Donc, par la négociation, moi, DRH, si je suis DRH, je peux faire que les choses se passent bien. Avec un gars qui va quitter l'entreprise et qui le fera dans de bonnes conditions. Voilà.
et avec aussi, pour moi, entreprise, dans un cadre négocié qui va me permettre de faire que le départ de cette personne ne soit pas préjudiciable à l'entreprise, si je négocie des bonnes conditions de transition. Un exemple, une raison habituelle qui est le rajeunissement de la pyramide d'âge de la gouvernance. C'est vrai que souvent, les entreprises, quand vous avez quelqu'un, quelles que soient ses qualités, qui est depuis 10 ans à la tête d'une unité de production, par exemple, il y a un moment où c'est bien de rajeunir la pyramide. Ça n'a rien contre la personne, bien entendu, qui est très bien, qui fait son job. Mais il y a un moment, c'est bien de mettre du sang neuf, tout simplement. Et puis, la dernière raison pour laquelle l'entreprise a intérêt à négocier, c'est aussi un gain de masse salariale, il ne faut pas se le cacher. Prenons un exemple. Monsieur Durand, 64 ans, qui gagne 120 000 €. Donc, je négocie aujourd'hui à 64 ans. Bon. S'il reste jusqu'à 70 ans, il va représenter un coût de l'ordre de 1,2 million d'euros. Facile à calculer. Vous prenez son salaire, vous ajoutez les charges, multiplié par le nombre d'années, plus les avantages divers, la voiture, le bureau, l'intéressement et autres, on arrive à 1,2 million. Dans le cas que j'évoquais tout à l'heure, c'était 2,3 millions. C'est quoi pour l'entreprise de verser 300 ou 400 000 € d'indemnité? C'est un investissement et qui se rentabilise extrêmement vite. Donc oui, pour toutes ces raisons, l'entreprise a un intérêt objectif à négocier. Et c'est bien pour ça qu'on aboutit dans 9 cas sur 10, plus de 9 cas sur 10. Alors, attention, elle a un intérêt à aboutir. Est-ce que ça veut dire que c'est facile? Non. Non, c'est jamais facile. Si, il y a des cas où je suis très surpris, mais c'est rare. Dans un cas sur 10, je suis surpris de la facilité à laquelle on aboutit. Mais c'est quand même assez rare. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y ait un angle qui justifie une discussion. Si effectivement vous êtes heureux dans votre job, que vous êtes reconnu, respecté, que l'entreprise est très contente de votre travail, ça va être difficile d'ouvrir une discussion. Ce n'est pas impossible, je le fais. On trouve l'angle, mais c'est quand même plus difficile. Alors, c'est quoi les angles? Quelques exemples. Tous réels, c'est des gens que j'ai accompagnés. La première, c'est cette cadre qui est depuis 6 ans sur une unité opérationnelle, très bien, ça marche bien, et qui fusionne avec une autre. Ce n'est pas elle qui est retenue. C'est comme ça. Sauf qu'on ne lui offre aucune perspective. Voilà. On lui propose rien. Ce cadre qui revient d'expatriation et l'entreprise ne lui propose rien. Alors ça, je vous rassure, il n'y a pas besoin d'être senior pour ça. Les cadres qui reviennent d'expatriation, les entreprises françaises ne savent pas, sauf exception, bien entendu, ce n'est pas une généralité, mais enfin, en général, les entreprises ont souvent du mal à réintégrer leur cadre. Et j'accompagne beaucoup de négociations en ce sens. Mais ça vaut aussi pour des seniors. Donc, vous avez un senior, là, j'ai eu un cas il y a quelques temps de monsieur qui dirigeait la filiale polonaise de son groupe. Ça se passait très bien, mais il avait atteint la limite de la... Car un peu plus particulier, voilà une femme qui a travaillé dans une PME, elle a toujours travaillé dans une PME. Et puis, il y a 5 ans, elle est rachetée par une société du CAC 40. Alors, elle conserve son poste, il n'y a aucun problème. Son poste n'est pas du tout remis en cause. Mais voilà, elle a toujours travaillé dans une PME, elle n'arrive pas à s'adapter à la taille et au mode de fonctionnement qui n'a rien à voir d'une très grosse société. C'est un angle. Là, cas relativement classique, il est en désaccord stratégique avec son N+1 sur un projet essentiel qui engage l'avenir de la société. Voilà un angle de discussion aussi. Elle arrive, alors ça, c'est aussi un joli cas que j'ai eu. Cette personne travaillait dans le cadre d'un mécénat de compétences. Son mécénat de compétences, au bout de 3 ans, se termine. Elle revient et on lui dit non, on n'a plus rien pour toi. Alors quoi? Il n'y a plus rien pour moi. On discute. Et le cas finalement classique que je vois et qui trouve des déclinaisons différentes, mais en gros, le cadre, il est mis au placard, d'une manière ou d'une autre. Alors, il y a des placards clairs, nets et précis, c'est-à-dire que le gars, il n'a rien à faire. Ça existe. Voilà, j'ai eu un cas, le gars, il n'a rien fait pendant 2 ans.
2 ans. Personne n'est venu le voir. Il arrivait dans son bureau, il ouvrait son journal. Voilà, pendant 2 ans. Et s'il n'était pas venu voir et que je lui dise, faut peut-être prendre en main la situation, on va aller voir la DRH et on a trouvé un bon accord. Mais il y serait peut-être encore. Bon, mais ça peut se traduire d'autres manières. Par exemple, là, en ce moment, j'ai un cas d'un monsieur on lui propose mission sur mission. Et les missions ne sont pas très intéressantes, ne sont pas très valorisantes. Bref, il y a différentes manières de mettre quelqu'un au placard. Et puis, il y a une manière un peu brutale, c'est de lui dire, je te mets au placard parce que tu es trop cher, trop lent, trop vieux. Je l'ai entendu qu'une fois. C'est une fois de trop. Voilà. Tout ça pour dire que, voilà, pour que la négociation puisse avancer, il faut qu'il y ait une situation qui le justifie. Mais enfin, compte tenu du fait que les entreprises françaises sont globalement très mauvaises dans l'intégration de leurs seniors, je vous rappelle le chiffre de 31% qu'on a vu tout à l'heure, en général, il y a toujours un problème que la négociation permet de résoudre intelligemment. Et en conclusion, j'espère vous avoir démontré qu'il y a de fécondes discussions, oui, qui peuvent aboutir à de bons accords. C'est quoi un bon accord? C'est un accord équilibré, efficace financièrement, qui répond aux attentes de l'organisation. C'est possible, ça existe et je le vois tous les jours. Ce n'est pas toujours facile. Et qu'en fonction de ça, eh bien, la date de départ, c'est un cocktail, la date à laquelle moi, cadre, je vais avoir envie de partir. C'est un cocktail complexe d'affectif, de subjectif, de désir et de raisonné. Et dans la partie raisonnée, eh bien, il y a un paysage juridique et financier dont vous avez compris qu'il est complexe, mais que cette complexité peut être un sacré atout pour définir une bonne stratégie de négociation. Voilà, je crois que je vous ai tout dit ce que je voulais vous présenter. Et avec Marie, on peut répondre à toutes vos questions. Pas de micro, alors. Petite question, Philippe Venneland. Vous n'avez pas parlé beaucoup de rachat de trimestre. C'est intéressant, c'est pas intéressant, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Disons que ça dépend des cas. Je l'ai évoqué comme étant un objet possible de négociation. Ce que je constate, c'est que ça n'est pas un objet très fréquent, mais c'est un objet possible. Et que par ailleurs, l'opportunité du rachat, et je vais laisser la parole à Marie, dépend complètement de votre dossier. Il y a des cas où ça peut être intéressant, il y a des cas où je crois que ça ne l'est beaucoup moins. Pour racheter un trimestre, enfin le prix du rachat, taux et durée d'environ un peu plus de 6 000 € à partir de 60 ans, et plus on vieillit, plus c'est cher. Ne pas oublier que le rachat de trimestre est complètement à proscrire si on est à Pôle emploi, puisque Pôle emploi va vous permettre de valider des trimestres au fur et à mesure de votre indemnisation et qu'elle vous porte jusqu'à l'âge du taux plein. C'est effectivement un des avantages considérables de la formule. La question du nombre de trimestres ne se pose plus. J'avais moi une question que j'ai mis dans le chat. L'assiette de calcul, vous disiez que les bonus n'étaient pas inclus, mais tout ce qui est rémunération variable en fonction d'objectifs, ça en fait partie ou pas? Pardonnez-moi, je n'ai pas dû être explicite. J'ai bien dit, alors je vais le répéter parce que là, il ne faut pas qu'il y ait de mauvaise compréhension. Il y a un cas unique, c'est la convention collective de la banque qui exclut les bonus du salaire de référence servant au calcul de l'indemnité de licenciement. C'est un cas unique. C'est-à-dire que toutes les autres conventions que je connais un certain nombre, les bonus sont toujours intégrés, la partie variable de rémunération. Et d'ailleurs, dans le calcul de l'indemnité légale, les bonus le sont également. Et enfin, dans le calcul du chômage, selon des règles un peu compliquées, dans le calcul du chômage, les bonus sont également pris. Donc, non, j'ai dit l'inverse de ce que vous avez évoqué. C'est toujours pris en compte à la rare exception de la convention collective des banques. D'accord, mais ce qui est pris en compte, c'est ce qui est touché effectivement par le salarié et non pas ce qui apparaît dans son contrat. Oui, c'est les sommes versées. C'est les sommes versées. Okay. Oui, c'est ce qui est les sommes versées. Vous prenez le chiffre le plus élevé entre la moyenne des 12 derniers mois et la moyenne des 3 derniers mois.
D'accord. Voilà. Et donc, c'est effectivement tout ce qui est versé, tout ce qui est soumis en fait à cotisation sociale, quoi, tout simplement. Et quand on est à 80%, c'est rebasé sur 100% ou c'est sur les 80%? Ah, alors là, c'est 80%. Ah oui. Mais c'est 80%. Mais par contre, ça peut aussi être un objet de négociation. Absolument. Bien sûr. C'est-à-dire que je disais tout à l'heure que l'assiette de calcul est un objet de négociation et dans l'exemple que vous donnez, c'est typique. Je suis depuis 2 ans à temps partiel, mais monsieur l'employeur, moi je souhaite, donc je suis d'accord pour ouvrir une négociation, mais je souhaite que mon indemnité de licenciement soit calculée sur mon salaire à taux plein. Ça fait que 2 ans que je suis à temps partiel et ça fait 30 ans que je travaille dans cette entreprise. Et ça devient un objet de négociation. Oui, j'ai une question. Oui. J'ai l'impression, avec tout ce que j'ai entendu, que l'âge idéal pour commencer à agir, c'est 59 ans, pour l'instant en tout cas. Qu'avant, il vaut mieux rester tranquille et à partir de 59 ans, on peut se déclarer. Correct ou pas? Je dirais incomplet. D'accord. C'est-à-dire que ce que vous dites, vous n'évoquez qu'un seul paramètre, et qui a son importance, bien entendu, qui est le paramètre de la prise en charge par le chômage. Et donc, à ce titre, vous avez raison, c'est un paramètre essentiel. Il vaut mieux, certainement mieux, négocier à 59 qu'à 58. D'accord. J'ai un client qui est venu me voir il y a 56 ans, je lui ai dit, écoutez, si c'est possible, il vaut mieux attendre 59. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, il vaut mieux pas essayer d'entamer cette négociation à 40 ans. En tout cas, il sera plus risqué. Ouais, ça, c'est autre chose, effectivement. Mais donc, par contre, évidemment que ça ne peut pas être le seul paramètre d'ouverture d'une telle négociation. Il y a plein d'autres paramètres. Oui. Le premier, c'est vous, votre propre désir. Il y a des gens qui n'ont pas envie de partir à 59 ans. Hein. Bien Et sûr. puis ensuite, il y a, est-ce qu'on est sur une fenêtre de tir pertinente? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un contexte qui, vous avez peut-être 59 ans, mais il n'y a peut-être pas de contexte qui s'ouvre. Il n'y a, peut-être pas de contexte pertinent. Alors que, par exemple, je sais que dans 2 ans, il y a une réorganisation qui va impacter mon périmètre. Peut-être que là, j'aurai un angle de discussion. D'accord. Et puis, par ailleurs, il y a effectivement tout l'impact de ma date de départ sur mes retraites, sur les complémentaires. Alors, certes, le licenciement réduit très significativement le point, mais il y a quand même plein de paramètres à prendre en compte. Alors, ce que je veux dire, bon, d'accord, je suis d'accord avec vous. À 59 ans, on est dans une situation plutôt confortable. Il y a moins de risques. Ah, c'est absolument, on est complètement d'accord. Voilà. Alors, après, j'avais une autre question. Dans votre exposé, j'ai l'impression que vous partez du principe que les entreprises ont un comportement rationnel. C'est-à-dire qu'elles sont dans une logique de négociation, de discussion. Alors, je vais prendre l'exemple qui pourrait me correspondre. Je suis moi-même expatrié. D'accord ? Et vous dites, on rapatrie en France la personne qui était expatriée, on ne lui offre rien, etc. Et donc, les entreprises acceptent donc naturellement une négociation. Qu'est-ce qui se passe si l'entreprise veut vous pousser à la faute? C'est-à-dire, elle ne veut pas négocier. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Elle ne veut pas négocier, elle veut vous acculer, vous forcer à démissionner, peut-être vous faire une faute qui fera que, elle vous fera partir, mais sans rien vous verser. Est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez déjà rencontré ça et comment on traite ça? Alors, est-ce que ça existe? La réponse est catégoriquement oui, malheureusement. Bien. Ma question a du sens. Absolument, donc, malheureusement. On vous envoie une bouteille à la mer dans ce cas-là, c'est ça? Alors, déjà, n'hésitez pas à m'envoyer la bouteille. Mais enfin, si vous voulez, il y a 2 choses. Dans le cas où l'entreprise a une stratégie extrêmement brutale, elle vous licencie sec, vous pouvez ouvrir la négociation. Si la négociation n'aboutit pas, il y a les prud'hommes. Oui. Bon, voilà, tout simplement. Mais je dirais, toute situation de cette nature, enfin, dans toute situation de cette nature, il faut définir une stratégie de négociation. Et une stratégie de négociation a notamment pour objet d'amener l'interlocuteur à la table des négociations. D'accord. Et de le rendre, vous savez, on est responsable de la manière dont l'autre se comporte. Et la stratégie, pour partie, oui.
Allez dire ça à Zelensky, par exemple. Ah oui, vous avez raison. Mais c'est Kennedy, je suis en train de relire la crise de Cuba, c'est passionnant. Et Kennedy, qui avait été un stratège dans la négociation absolument remarquable, il y a une phrase, je voudrais vous la retrouver, mais qui dit exactement ça. Il disait à ses ministres avec qui il travaillait pour résoudre la crise de Cuba, et qu'il a fait magnifiquement bien, il disait « Nous sommes responsables de la manière avec laquelle les Russes vont se comporter. Ça n'est pas vrai à 100%, mais c'est vrai en grande partie. Et donc, quand j'ai en face de moi, enfin, avec mon client bien sûr, une entreprise qui se comporte mal, mon travail consiste à ce qu'elle se comporte bien. D'accord. J'y arrive pas toujours, hein. D'accord. Mais mon travail, c'est ça. D'accord. Alors, je voudrais savoir un petit peu, en termes de prestations de compétences, comment vous positionnez, vous et Marie, c'est-à-dire que donc vous faites du conseil, vous assistez les gens qui veulent partir à la retraite, c'est ça? Hein, en définissant peut-être avec eux une stratégie ou en la faisant accoucher. Et vous, madame, vous vous positionnez comment? Alors, En fonction des besoins exprimés par Bertrand, je fais un bilan retraite avec, par exemple, l'analyse de votre parcours professionnel, rechercher les lacunes, puisqu'il y en a toujours. D'accord. Puisque tous les relevés de carrière sont pratiquement tous erronés. Hein, ah bon? D'accord. Et voilà, même si ça ne vous rassure pas, mais c'est vraiment de la pratique. Et ensuite, je fais des hypothèses de départ en fonction des besoins qui étaient exprimés avec Bertrand. Donc, vous travaillez ensemble? Oui, vous travaillez ensemble et vous, c'est plutôt sur le volet technique, c'est ça si vous permettez, Fabrice, de la retraite. De la retraite. D'accord. Si vous permettez, Fabrice, je vais répondre à votre question parce qu'elle est importante, à savoir que, en fait, quand on prend un dossier, il y a deux parties. Il y a une première partie d'audit. D'accord. Parce que toutes les situations sont complexes, toutes, et aucune ne ressemble à l'autre. Donc, on propose deux audits aux clients. Il y a l'audit retraite et l'audit sortie de l'entreprise. En fait, on va d'abord définir avec le client 3 dates de sortie, 3 hypothèses de dates. Par exemple, vous partez dans 6 mois, dans une négociation. Voilà. Et puis, vous partez à votre âge de départ à taux plein, tel que Marie va le calculer. Et puis, on considère l'hypothèse où vous allez partir à 70 ans. Je sais bien que vous n'avez aucune envie de partir à 70 ans, mais c'est l'âge à laquelle l'entreprise ne peut vous mettre à la retraite qu'à 70 ans, vous l'avez compris. Donc, on définit ces 3 dates. Et là, on va faire 2 audits. L'audit retraite, c'est Marie qui le fait, je serais bien incapable de le faire. Donc, c'est ce qu'elle dit, elle va analyser les relevés de carrière, rechercher les anomalies et faire les calculs de pension de retraite sur les 3 dates de départ. D'accord. Et ensuite, il y a l'audit sortie de l'entreprise, ça c'est moi-même qui le fais, où pour chacune des dates, je vais regarder quelles sont les modalités possibles de sortie. On n'a pas 36, hein. Départ volontaire, licenciement, mise à la retraite. Je vais calculer sur chacune de ces dates les indemnités correspondantes. D'accord. En regardant les conséquences sociales et fiscales attachées. En particulier, je vous fais le petit calcul magique de la négociation représente quel pourcentage de votre futur pouvoir d'achat. Bon. Des fois, il y a des bonnes surprises, des fois, c'est moins bon, c'est comme ça. J'intègre l'éventuel impact de l'indemnisation chômage quand c'est pertinent, ça n'est pas toujours. Et puis, enfin, j'examine les différents objets possibles de négociation. Donc, ces 2 audits, attention, c'est des rapports sérieux, hein, ça fait quelques dizaines de pages. Oui, non, mais vous n'avez pas l'air de plaisantin, je vous confirme. Non, on ne plaisante pas, et ça vous donne un paysage complet de votre situation et de ce qui se passe aux différentes hypothèses de date de sortie. Là-dessus, le client, il a tout, et il détermine à quelle date il veut sortir. Excusez-moi, j'ai mon chat qui veut sortir, en parlant de sortie. Voilà, vas-y. Et c'est l'inconvénient du direct. Hein. C'est le chat qui veut sortir ou qui veut manger. Et donc, là, le client a toute la visibilité la plus complète qu'il puisse imaginer sur sa situation. C'est à lui de prendre la décision sur ce qu'il veut. Hein. Il veut continuer ou il veut ouvrir une négociation. On est entre nous, en général, on est plutôt sur la deuxième option que la première. Hein. Voilà. Mais je vois parfois des gens qui disent non, dans ce contexte, compte tenu de tout ça, moi je veux travailler encore 2 ans. Pas de problème. Aucun problème. D'accord.
Quand le client dit, compte tenu de tout ça, OK, j'y vais, je veux y aller maintenant, alors là, pour le coup, on entre dans le cœur de la prestation, qui est l'accompagnement de la négociation, qui va consister, en gros, à définir avec vous la stratégie, les stratégies de négociation et retenir celle qui nous paraît le plus efficace. Et ensuite, le travail consiste tout simplement à vous accompagner dans toute la négociation, c'est-à-dire, moi, je n'apparais jamais, c'est vous qui faites votre négociation. Par contre, chaque entretien de négociation fait l'objet d'une préparation extrêmement intense où on va définir la stratégie de l'entretien, les mots à employer, à pas employer, le positionnement, la posture, les différents scénarios de l'entretien, qu'est-ce qui se passe dans tel et tel scénario et comment je réagis. Et on simule l'entretien. On fait 1, 2, 3, pas trop quand même, hein, mais simulation, ce qui fait que vous allez arriver extrêmement préparé à l'entretien, ce qui ne veut pas dire que ça sera facile, ce qui ne veut pas dire que vous serez bon. Mais en général, vous serez rarement mauvais. Voilà, rarement. On ne sera pas désarçonné en tout cas. Désarçonné, non, parce qu'il est très rare qu'un entretien se déroule sur un scénario que nous n'avions pas identifié. Voilà. Et donc, je vous suis comme ça. Ensuite, vous faites un compte-rendu écrit de l'entretien, et puis on continue jusqu'à l'issue de la négociation, c'est-à-dire l'accord. Voilà. Votre tarification, elle est basée sur quoi? C'est au temps passé? C'est sur l'espérance de gain? Comment vous l'établissez? Alors, en fait, ce sont des Pardon d'être un peu… Non, mais il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal. Ce sont des honoraires de résultats. Donc, les honoraires sont basés sur les résultats que vous obtenez. En gros, le résultat, c'est quoi? C'est vos indemnités de sortie. Mais vous allez me dire, attendez, moi, si je partais en départ volontaire, j'aurais telle indemnité à laquelle j'ai droit sans aucune discussion. Et bien donc, l'assiette, c'est les indemnités de sortie, desquelles je déduis l'indemnité de départ volontaire à la retraite. C'est faire. Et ensuite, on demande une provision qui a 2 étages, si je puis dire. Il y a l'étage qui est destiné à Marie. Voilà, ça c'est pour Marie, c'est pour son travail. Et il y a l'étage qui m'est destiné, et cet étage-là me reste acquis, mais il s'imputera sur les futurs honoraires de résultat. Ce n'est pas le cas de la provision de Marie, bien entendu. Hein. Mais pour ma provision, ça s'impute sur les futurs honoraires de résultat. Donc, mes honoraires sont bien uniquement les honoraires de la qualité du travail qu'on fait ensemble. Très bien. Je vais passer la main à mes collègues. J'ai une question très courte et merci beaucoup pour la clarté de l'exposé. Est-ce que j'ai bien compris qu'une mise à la retraite ne pouvait pas intervenir avant les 70 ans ou est-ce qu'il y a des cas plus tôt? Alors, non. Et elle peut intervenir dès 67 ans, mais seulement avec votre accord. Du coup, ça ne s'appelle pas un départ volontaire. Ah, ça ne s'appelle pas un départ volontaire. Et comment est-ce que juridiquement on fait la preuve qu'on est dans un cas ou dans l'autre? Ah bah c'est très facile. Si vous êtes dans une mise à la retraite, l'employeur, il va d'abord imaginer, il n'est pas obligé de vous proposer la mise à la retraite à 67 ans. Mais imaginez, vous avez 67 ans et demi. Bon, et vous recevez un jour un courrier vous disant, cher monsieur Roch… D'accord, donc c'est celui qui est écrit en premier, en fait, qui caractérise… Cher monsieur Roch, vous avez l'âge d'être mis à la retraite, est-ce que vous êtes d'accord pour l'être? Vous dites oui. À ce moment-là, l'entreprise vous envoie un courrier vous disant, cher monsieur, je vous mets, avec votre accord, je vous mets à la retraite. S'il n'y a pas d'accord, ça devient un licenciement, c'est clair. Attendez, oui. Non, on ne peut pas dire ça. Enfin. Si vous n'êtes pas d'accord, en principe, il ne se passe rien. On est d'accord, on se comprend. Sauf si l'entreprise veut aller plus loin en disant, monsieur Roch, ce n'est pas possible que ça dure comme ça, et je vais le licencier. Mais si l'entreprise est intelligente, elle vient vous voir en vous disant, bon, écoutez, on voudrait que vous partiez pour telle et telle raison, discutons. Merci. J'ai une question complémentaire, là, quand vous dites discutons. Est-ce que ça veut dire que l'indemnisation est négociable et donc elle peut aller au-delà de l'indemnité légale de retraite d'office? Alors, il y a 2 choses. Il y a 2 niveaux de réponse. Sur la mise à la retraite, sur le licenciement. Sur la mise à la retraite, oui, il est tout à fait possible de négocier un montant qui s'ajoute. Bien sûr, aucun problème. Vous avez une indemnité de mise à la retraite de 120 000 €, par exemple. Bon,
vous pouvez parfaitement dire, écoutez, moi je serais disposé à partir, mais 120 000 euros ne me convient pas pour diverses raisons, je demande 200 000 euros. Et les conditions d'exonération fiscale sont les mêmes? Absolument, dans les limites que j'ai évoquées tout à l'heure, tout à fait. C'est-à-dire que dans l'exemple que je donne, au final, vous avez votre indemnité de mise à la retraite de 120 000 euros et il s'y ajoute une indemnité négociée de 80, donc vous arrivez à 200, vous serez soumis à charge sociale jusqu'à 87 000 euros, et comme vous êtes en dessous du seuil d'exonération, du plafond d'exonération fiscale, ça ne sera pas du tout soumis à impôt. Mais dans l'autre cas de figure du licenciement, est-ce qu'il peut y avoir un montant en plus de l'indemnité de licenciement? Je vais vous dire, ce n'est pas qu'il peut, c'est qu'en fait, il y a quasiment toujours. Pourquoi? Ce n'est pas une obligation juridique, mais c'est une obligation pour l'entreprise. Je m'explique. Vous ouvrez une négociation et de licenciement. L'entreprise est finalement d'accord pour faire un licenciement. Très bien. Et donc, ça vous donne droit à l'indemnité de licenciement. Mais si l'entreprise s'arrête là, en fait, en réalité, c'est l'entreprise qui est demandeuse d'aller plus loin. Pourquoi? Si l'entreprise vous fait simplement un licenciement, mais vous êtes dans l'entreprise depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, je vous licencie sec, mais vous allez devant les tribunaux. Donc, moi, j'ai besoin en tant qu'entreprise de me sécuriser. Et je vais dire, OK, je suis d'accord pour te licencier, très bien, mais je veux une transaction, et cette transaction, eh ben, ça va être tel montant. La transaction peut être d'un montant très bas, hein, mais le montant de l'indemnisation complémentaire est toujours un objet de négociation. Et selon les contextes, selon les stratégies de négociation, parfois on arrive à un montant d'indemnité en plus de l'indemnité de licenciement bas, et parfois on arrive à des montants très élevés. Donc effectivement, dans un exemple récent, l'indemnité de licenciement, elle était de 450 000 euros. Qu'est-ce que vous voulez? On a obtenu, je crois, 5 ou 6 mois de plus. Ce n'est pas énorme, mais l'indemnité de licenciement est tellement élevée, et en plus totalement exonérée fiscalement, que c'est difficile. Il faut rester décent, bien sûr, dans les demandes. C'était difficile d'obtenir une somme considérablement plus élevée. Je reviens, oui, mais donc dans la mise à la retraite d'office, mais avant les 70 ans, donc vous négociez, vous obtenez plus que l'indemnisation entre guillemets légale. La partie légale, elle est exonérée fiscalement, mais la partie au-delà, elle est soumise au PAS. Alors, la partie au-delà, c'est très compliqué, sachez-le, ces histoires hein, de chargement social et fiscal. Mais le principe est celui-là. Si vous prenez indemnité de mise à la retraite plus l'indemnité négociée, celle qui va au-dessus, d'accord? Eh bien, ça vous donne une somme de temps, d'accord? X dizaines ou centaines de milliers d'euros. Et cette somme, appelons-la X, la somme X, elle est exonérée jusqu'à 2 passes socialement. Elle est exonérée fiscalement jusqu'à 6 passes ou 5 passes pour la mise à la retraite. OK. Voilà. Alors, une petite exception, mais je vous ai bien dit que je n'ai pas tout dit. Hein. Attention, il y a plein d'autres règles. Allez, je vous en ajoute une petite pour la route. Si le total de l'indemnité de mise à la retraite ou de licenciement, plus l'indemnité transactionnelle, dépasse 10 plafonds annuels de sécurité sociale, 439 000 euros en 2023, à ce moment-là, cette somme X est totalement soumise à charge sociale. Oui, dès le premier euro. Dès le premier euro. Mais pour des raisons que j'ai expliquées dans cette newsletter que je suis prêt à envoyer avec plaisir à toute personne qui le demandera, en réalité, c'est vrai que vous êtes chargé dès le premier euro, mais le taux de chargement social est très bas. Il est de 10%, 10,1% pour être précis. Alors pourquoi? Réponse là-dedans, il suffit de me le demander. Voilà, c'est ma dernière newsletter qui s'appelle « Pourquoi les indemnités de rupture sont-elles relativement peu chargées socialement ?» Voilà, réponse là-dedans. Une question de Jérôme dans le chat. Pouvez-vous confirmer qu'en cas de chômage après 59 ans, les indemnités permettent d'acquérir des trimestres au régime général de la Sécu et des points Agir Carco? Plus une question pour Marie.
Oui, c'est ça. Absolument. 50 jours d'indemnisation de Pôle emploi dans une année égale un trimestre validé. Et quant au point Agir Carco, il s'accumule jusqu'à hauteur de 4 plafonds de la sécurité sociale du même nombre que si vous étiez en emploi. Puis, parce que les indemnités Pôle emploi sont soumises à une cotisation particulière de retraite complémentaire. Voilà, donc la réponse est très clairement oui. J'ai une question pour Marie. Oui. Je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement des anomalies dans mon relevé de carrière et je suis censé pouvoir demander leur correction depuis l'âge de 55 ans. Et a priori, l'administration a 6 mois pour s'exécuter. Et non, en fait, je ne connais pas ce délai de 6 mois. Hein. Ça n'existe. En pratique, il n'est pas du tout respecté. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, donc je leur ai adressé des courriers, des recommandés, etc. Il ne se passe rien, en fait. Et ils me disent, on est tellement submergé qu'on le fera. Oui. Allez sur votre site Assurance Retraite, si ça concerne l'assurance retraite, et vous avez un endroit où vous pouvez envoyer un message. Vous rappelez un petit peu les courriers envoyés, puis vous attendez. Oui, mais enfin bon, oui. Oui, mais parce qu'en général, ils répondent sur la messagerie. Hein. À défaut de réponse, après, il faut faire appel au médiateur de la CNAV. Donc ça, c'est un peu compliqué. Hein. Oui, d'accord. D'accord. Dans ce que vous avez décrit, vous ne jouez pas du tout le rôle d'avocat, c'est-à-dire que vous restez en fond de cours. Hein, c'est toujours nous qui sommes en premier, et s'il y a une négociation à mener un peu dure éventuellement avec l'employeur, vous ne prenez pas le… Enfin, moi, j'ai déjà eu des négos à mener, j'ai fait appel à un avocat, c'est elle qui avait négocié avec mon employeur. Mais ce n'est pas du tout votre cas. Hein. Ce n'est pas du tout le cas. Attention, moi, je connais beaucoup d'avocats et je travaille fort bien avec un certain nombre d'avocats qui sont partenaires, mais c'est une autre prestation. D'accord. Et moi, je pense que dans certains cas, le recours à l'avocat est nécessaire. Et il m'arrive d'ailleurs, pas très fréquent, il m'arrive de dire à des personnes qui viennent me voir, je ne suis pas la bonne personne, voyez un avocat et je peux vous recommander à telle ou telle personne. D'accord. Mais c'est des cas particuliers, c'est des cas où vous êtes en contentieux. Voilà. Oui, c'est ça. En contentieux ouvert, déjà ouvert, auquel cas, il vaut mieux voir un avocat et qui peut faire de très très bon travail et éventuellement du travail de négociation. Mais dans les situations qui nous occupent, je pense que, en tout cas, dans un premier temps, ça n'est pas pertinent. Pourquoi ? Parce que si vous prenez un avocat, alors que finalement vous êtes dans un contexte où il y a des difficultés, mais il n'y a pas de conflit encore, pas de conflit ouvert. Si vous prenez un avocat, pour le coup, vous entrez immédiatement dans une approche de conflictualisation. Rapport de force, oui. De rapport de force et de judiciarisation. Oui, tout à fait. Premièrement. Deuxièmement, à ce moment-là, ça va se traiter entre avocats. Et là, pourquoi pas, ça peut aboutir à des résultats satisfaisants, bien entendu. Mais vous perdez juste un point énorme. C'est que vous travaillez… Depuis combien de temps travaillez-vous dans votre entreprise, Fabrice ? 10 ans. 10 ans. Bon, vous travaillez depuis 10 ans. Mais des fois, il y a des gens qui travaillent depuis 20 ans, depuis 30 ans. Mais vous avez un énorme rapport, comment dirais-je, le capital relationnel que vous avez dans l'entreprise est absolument considérable, a une importance considérable. Oui. Et donc, confier le dossier, en tout cas dans un premier stade, à un avocat, c'est perdre la valeur de ce capital relationnel. Oui, c'est un peu déterrer la hache de guerre. Mais rassurez-vous, je ne suis pas du tout dans cette situation-là. Bon, très bien, je m'en réjouis pour vous. Et donc, ça veut dire par contre que, donc, bien entendu, que la stratégie de négociation ne s'appuie que très rarement sur le juridique, même s'il y a des dimensions juridiques qui peuvent être essentielles. Oui. Et donc, j'ai envie de dire que à peu près 8 négociations sur 10, on n'a pas besoin d'avocat. En revanche, à la fin, souvent, pour la formalisation juridique, c'est très utile. Et puis, parfois j'utilise des partenaires avocats comme élément de la stratégie. Oui. Voilà. Et là, pour le coup, avec beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, dans la stratégie de négociation, ça devient un élément qui s'ajoute et qui souvent produit des effets très vertueux. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, il est 13h58. On peut prendre encore une dernière question, s'il y en a une.
Alors, moi, j'en aurais une, mais… Allez-y, En fait, bon, apparemment, on s'oriente vers de changements assez importants dont on ne connaît pas encore la teneur au niveau des projets de loi sur les retraites. Est-ce que vous allez maintenir ce genre d'événement dans un an, de refaire une visioconférence pour nous expliquer, pour expliquer ce qui a changé par rapport à 2022, etc. Si Michel le veut bien. Est-ce qu'on va se revoir? Si Michel le veut bien, ce sera toujours avec plaisir. D'accord. Bien sûr. On fait au moins une fois par an une intervention sur la retraite parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui sont dans les cartons et qui, là, aboutiront certainement. Donc, nous serons certainement amenés à refaire quelque chose sur la retraite et à reparler de ces sujets-là. Voilà. OK. Bon. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très clair, passionnant. Merci. Eh bien, merci à tous. Merci Bertrand, merci Marie. Merci à tous. Donc, Nathalie vous enverra les slides et la vidéo une fois qu'elle sera un petit peu montée, de façon à ce que vous puissiez revenir donc sur les questions qui ont été posées. Et n'hésitez pas à prendre contact, donc soit avec Bertrand, soit avec Marie. Leurs coordonnées figurent en ce moment à l'écran et figureront sur les slides qui vous seront envoyés. Voilà, très bonne après-midi à tous. Merci à vous. Merci. Et à bientôt sur d'autres webinars, d'autres sujets. Au revoir, bon appétit à ceux qui n'ont pas déjeuné. Au revoir, merci à tous. Bonne journée. Au revoir.